Voilà, alors je vais vous lire 3 extraits du Temps imaginaire. Alors, premier extrait, la page commence à la page 100 de la partie qui s'appelle Nutter Boy. Travis manque d'air subitement. Une main invisible l'a pris par le cou et le hisse au-dessus de l'horreur cynique de son monde, tandis qu'une voix lui intime télépathiquement l'ordre de contempler cette merde et de s'en satisfaire comme d'une évidence inaltérable, incorruptible, inenvisageable autrement que sous cette structure comptable totalitaire qui réduit les existences humaines à un échéancier de remboursement. Il ne doit pas trop céder au dégoût pour autant, ce qu'il apprend là n'est que la grammaire du décor dans lequel il se trouve. Cette grammaire, il peut l'apprendre, ce serait sans doute mieux pour lui, mais en a-t-il réellement besoin pour mener l'affaire Angers à son terme? Rien n'est moins sûr. Mais Vagnan est à fond dans ses explications et ça l'éloigne du début de confidence que Travis lui a sottement fait concernant sa connexion. Quelle est la phrase qu'il a employée? Angers est rentré en contact avec moi par le biais d'un jeu vidéo. Ah, sacrée connerie, ça, de s'être senti autorisé à révéler une telle chose. Vagnan ne pense qu'à l'amnistie comptable qu'il va obtenir s'il livre Angers à Godesberg-Maeski. Vagnan est englué dans la grammaire politique de son environnement. Il ne faut rien attendre de lui qu'un renforcement de l'efficacité et de la logique de cette grammaire qui a colonisé son propre verbe. Travis qui parle. Chaque citoyen de Coca-Cola Petroleum n'est endetté, c'est ça dit. Vagnan rit aux éclats de devoir réexpliquer ce qui est désormais entré dans les mœurs. Depuis quand d'ailleurs? Ça remonte à si loin que Vagnan ne saurait même pas dire à quelle époque l'Organisation mondiale du commerce a autorisé le rachat des dettes d'État par les néo-trusts planétaires. Travis, elle la serveuse, mais elle ne sait pas non plus quand l'événement a eu lieu, a l'air carrément de s'en foutre. Alors Travis sent qu'il doit cesser de poser ouvertement ce genre de questions qui ne mènent nulle part, même si elles mènent la danse. Un homme en costume très élégant, gris anthracite un peu brillant, mais qui serait naturellement élégant même sans son costume, s'invite, très jovial et souriant, dans cette discussion qui a du mal à acquérir sa teneur éclairante. C'est l'homme qui parle. Permettez-moi, mais il se trouve que je suis à mes heures perdues historien amateur de la dette originelle personnalisée, anciennement appelée dette publique, avec tout ce qu'il y avait d'hypocrite dans cette terminologie déresponsabilisante. Je ne sais votre âge, mais si l'on considère que la mise en faillite des économies d'État et leur rachat pour $1 symbolique par des trusts internationaux a été autorisé par l'OMC le 1er janvier 2077, il y a 20 ans et quelques poussières de temps, on peut sans se tromper dire que vous, cher monsieur, il s'adresse à Travis, mais Vagnan de la même génération de Quadra que lui et de facto inclus dans son propos, vous n'êtes évidemment pas né propriété de Coca-Cola Petroleum qui a racheté les dettes de l'État américain, mais vous participiez indirectement à l'aggravation de la dette de votre pays, simplement en étant un citoyen américain qui continuait de réclamer toujours plus de sécurité intérieure, toujours moins de pollution, une sécurité sociale gratuite pour tous, ce genre de gouffre sans fond. Ainsi, si vous n'êtes pas né propriété de Coca-Cola Petroleum, vous êtes bel et bien né endetté, mais ça, les divers gouvernements, républicains comme démocrates, ne vous l'ont jamais clairement dit. Ils vous ont laissé croire que c'était l'État américain qui l'était, alors que c'était vous, directement vous, et au-delà, nous tous qui l'étions, et ce, pour les siècles des siècles. Je vais vous lire un extrait de la partie intitulée « Le chevalier à la licorne noire », du roman Le Temps imaginaire. Cet extrait commence à la page 512. Enfin, l'endroit idéal est trouvé au cœur d'une pénombre lugubre très exaltante qui donne l'impression d'être arrivé à l'extrémité du corps du monde. Il s'agit d'un local technique creusé dans un mur bombé. Tout y est suintant, pas la peine de passer les doigts sur les parois. L'air y est si chargé d'humidité, elle-même chargée en bactéries, qui pénétrer revient à s'enfoncer dans une mare d'eau croupie. Pourtant situé très loin de toute entrée extérieure, comme de toute niche ou puits grillagé donnant vers la surface, l'endroit bénéficie d'un éclairage résiduel provenant de la métamorphose de la lumière du dehors en une luminosité survivante très combative. Travis perçoit plus précisément le caractère d'abandon de ce lieu dans la vétusté des outils qui y sont entreposés. La porte, totalement rouillée, jusqu'à provoquer l'émiettement d'un de ses gonds quand il brusque son ouverture, confirme cette impression que plus aucun égoutier ne mise sur le local pour accomplir sa digne tâche. Travis valide son choix en commençant à évacuer les outils un à un, pelle, forêt, pieu,
les posant juste à la sortie en une sorte de barricade de bric-à-brac censée les empêcher de passer au cas où l'un d'eux craquerait. C'est idiot comme idée, mais il y tient, alors Tilda la lui laisse. Tilda fait un tour sommaire du propriétaire. À sa mine perplexe, Travis devine qu'elle a connu plus spacieux, plus tout en fait, du temps où elle avait une famille. Ils auront peut-être l'occasion de revenir prochainement sur sa vie à elle, à moins que, comme Travis, elle ait elle aussi le sentiment d'avoir été déposée ici un beau matin, ou était-ce une nuit. À son tour, elle débarrasse le local de ses encombrants. Pendant toute la manœuvre, ils ne se parlent pas et prennent soin de ne pas croiser leurs regards, de peur qu'un seul croisement ne provoque l'implosion mutuelle de cet effarement intérieur qui supervise chacun de leurs gestes. La solennité macabre du but vers lequel ils tendent les fait agir tels deux robots ne recourant qu'à une amplitude gestuelle minimale. On soulève, on déplace, on repose, on soulève, on déplace, on repose. Aucune coquetterie n'est autorisée, hormis la forme verticale, légèrement pyramidale de la structure de bric-à-brac qui doit être contraignante. Quand le local est enfin vidé, Travis demande simplement à Tilda si elle est prête. Elle le regarde, elle ne regarde pas vers la profondeur des égouts, qui représentent tout de même une sacrée belle opportunité de fuite. Elle regarde le visage de Travis, et ce visage-là ne lui donne pas envie de fuir. Au contraire, elle s'approche et se love dans ses bras. L'aimantation affective est officialisée. La fulgurance sentimentale se produit alors, inévitable en de tels instants lugubres. On réalise ainsi qu'on est face à la seule personne avec laquelle on aspire à être éternellement. Alors on commande à son cœur d'arrêter de se sentir effrayé, puisque c'est ici que par miracle on veut être plus que partout ailleurs. Il faudra d'ailleurs revenir sur cette notion de miracle. On ne peut pas faire autrement que de se promettre d'y revenir à un moment. C'est tellement inédit et inespéré cette affaire-là qui s'enclenche à la toute fin programmée de nos vies, pas franchement réussie. Tilda fait oui de la tête et tente un petit sourire qui ne dure pas, aussitôt dissous dans la tension nerveuse qui l'étreint corps et âme à l'idée de tout devoir entreprendre maintenant pour mettre un terme à cet amour inespéré, à moins qu'il ne soit possible, après l'effacement, de se retrouver quelque part, comme s'il suffisait de partir ensemble, de plonger ensemble dans l'après pour y être réunis. Là, je vais vous lire un extrait de la partie intitulée « Argo & Co ». Cet extrait commence à la page 537. Travis roule lentement jusqu'à la ville où il habite et qui, en effet, ne porte pas de nom, et ce, sans qu'il s'en soit soucié jusqu'à présent. Sur sa droite, qui devient sa gauche lorsqu'il a traversé un pont, il remarque la présence de la rivière Moon qui semble veiller sur lui, ou du moins ne pas le lâcher des yeux. Discrète dans son lit creusé à 2 mètres sous le niveau des champs, il ne discerne pas la totalité de sa largeur, mais c'est suffisant pour en capter toute l'aura surnaturelle, ainsi que sa bienveillance quasi maternelle. Merde, mais qu'est-ce que je raconte là, s'interpelle-t-il vivement. Une bienveillance maternelle. Putain, Travis, fous le camp de ce coin perdu, va t'installer à l'autre bout de ce monde bidon et oublie cette histoire déstabilisante. Partir ailleurs et tenter d'oublier l'existence de son don qui le relie à Moon? La vérité, c'est que Travis est subjugué par sa relation atypique avec cette rivière, subjugué au point d'en rêver la nuit, subjugué au point de vouloir s'acheter un petit bout de terre en bordure de ses berges, juste pour pouvoir y camper et ne plus la quitter une seule seconde, elle qui est reliée à la vérité du monde et à sa foutue incohérence apparente, qui elle-même n'est peut-être qu'une façade. Personne ne sait la quantité phénoménale d'énergie mentale qu'il investit chaque jour pour ne pas devenir accro à ce destin qu'ils ont en commun, elle et lui, pour prendre son petit déjeuner, puis gagner son bureau en pensant aux petites affaires en cours, vols, conflits de voisinage, qui n'ont pas besoin de l'aide de Moon pour être traités. Il n'a jamais dit à Moreno combien ces faits divers superficiels, témoins du besoin prononcé des hommes de conflictualiser leur rapport à l'autre, lui donnent l'impression de perdre un temps qu'il aimerait passer les pieds dans l'eau de Moon, cette eau où évolue une vérité profonde dont ses congénères ne soupçonnent même pas l'existence. Un peu plus loin, bloqué un passage à niveau, Moon ayant elle-même bifurqué sur la droite pour disparaître au loin vers une autre ville, Travis dit « Et puis pourquoi des hommes comme Moreno ont-ils une femme et des enfants comme moi, quand moi je n'ai rien, ni couple, ni foyer à défendre, contre quoi d'ailleurs, et qui plus est, sans pour autant en éprouver un manque? Et puis qu'est-ce que cette absence de manque peut bien signifier? Ces questions font-elles elles aussi partie de la méta-enquête qu'il doit élucider pour peu qu'il accepte de le faire? Une femme, un enfant, en a-t-il jamais eu durant cette antériorité dont il a été dépossédé? Et si oui, pourquoi ces biens précieux entre tous ne lui ont-ils pas été restitués lors de sa renaissance ici? Et puis pourquoi Moreno, lorsqu'il va dîner chez sa fille Cindy, ne s'étonne-t-il pas de ne pas pouvoir évoquer avec elle les jours anciens? Cindy est-elle d'ailleurs sa véritable fille? Maureen est-elle la véritable femme de Moreno? Pris d'un fou rire nerveux, Travis doit s'arrêter sur le bas-côté.
Alors à présent, je vais vous lire l'intermède impressionniste qui revient par 3 fois dans le livre et qui symbolise une remise à zéro de la mémoire du héros Travis Bogan avant chaque début de sa nouvelle aventure. L'impression d'être de retour dans un fichier informatique, l'impression d'être décrypté telle une information, l'impression d'exister sous forme d'une information, l'impression d'être rangé à côté d'autres consciences, elles-mêmes réduites à l'état d'information et décryptées comme telles, l'impression d'être incorporé à un gigantesque catalogue de données lues et modifiées, mais par qui et pourquoi, l'impression d'être classé puis déclassé à l'intérieur de ce catalogue selon des critères qualitatifs auxquels je ne comprends rien, l'impression de cohabiter avec d'autres consciences au sein d'un puzzle ou d'un canevas parcouru par des flux d'informations qui consolident le sentiment de ma propre spécificité, l'impression que des informations nouvelles sont implantées puis ôtées ou déplacées à l'intérieur de ce que je croyais être mon identité première et primordiale, mais qui alors n'était que relative. L'impression que l'impression d'avoir atteint une forme de spécificité est aussitôt suivie par une négation de celle-ci. L'impression que l'impression d'avoir atteint une forme de spécificité aussitôt démentie est aussitôt suivie par une nouvelle affirmation de ma spécificité elle-même aussitôt démentie. L'impression que ce que je viens de devenir se vide de tout contenu référentiel pour préparer la venue du prochain Travis Bogan. L'impression que la fin du flux anecdotique vaut pour un lieu de vie à part entière. L'impression qu'un processus d'oubli s'est enclenché qui me dépossède de mon histoire précédente et rend impossible la conservation d'un quelconque apprentissage qui pourrait déboucher sur une forme de sagesse ou de caractère. L'impression d'être une enveloppe corporelle articulée qu'on dépose ici plutôt que là, une enveloppe corporelle articulée qui à chaque fois refait ce qu'elle sait faire de mieux, apprendre pour s'adapter, s'adapter pour durer. L'impression que cela fait une éternité que ce manège dure et qu'il durera encore et toujours si je n'y remédie pas d'une façon ou d'une autre que je ne parviens ni à imaginer ni à provoquer. L'impression que je fais partie d'un spectacle qui jamais ne plaît à son concepteur, qui systématiquement décide de tout recommencer alors que moi j'étais prêt à m'en contenter. L'impression que toutes ces impressions on m'autorise à les ressentir et qu'aussi bien on pourrait me les interdire, me les confisquer, qu'est-ce que ça changerait dans le fond ? L'impression que cela fait une éternité que je me répète les mêmes choses sans la moindre variation de thème ou de sentiment.